Un événement choquant a secoué le Burkina Faso. Un commandant militaire, formé et soutenu par le pays qu'il a formé, a trahi son propre pays en interceptant un convoi stratégique. Pourtant, la réponse d'Ibrahim Traoré n'a été ni violente ni impulsive. Au lieu de recourir à une force militaire immédiate, Traoré a choisi une approche inattendue qui a stupéfié le monde entier. Il a agi de manière calme mais déterminée, bouleversant toute la dynamique de la crise. Mais pourquoi cette réponse a-t-elle surpris tant de personnes et quel impact a-t-elle eu sur la situation? L'histoire de cette trahison et de la réaction d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à un simple acte militaire. Ce qui se cache derrière cet incident est un enchevêtrement complexe de politique, de loyauté et de stratégie militaire. Ibrahim Traoré a choisi une réponse mesurée, une approche qui non seulement a choqué ses adversaires, mais a également captivé l'opinion publique. Loin de simplement réagir par la force, il a décidé de poser une question fondamentale. Pourquoi un homme formé et bien payé choisirait-il de tout sacrifier pour une trahison aussi audacieuse? C'est cette interrogation qui a ouvert la voie à une révélation choquante. Mais au-delà de la simple justice, l'enjeu de cette crise était bien plus grand. Il s'agissait de la survie de la nation elle-même et de la stabilité du régime. Cette réaction ne représentait pas seulement un geste de leadership, mais une démonstration de contrôle sur une situation en pleine déstabilisation. Ibrahim Traoré ne faisait pas qu'affronter un traître, il affrontait une menace bien plus vaste, un réseau souterrain de conspiration. Le mardi matin, rien ne laissait présager l'incident qui allait bouleverser le Burkina Faso. Le convoi militaire, transportant des équipements essentiels pour les bases du Nord, circulait tranquillement sur l'autoroute N1. Des véhicules blindés, des systèmes de communication sophistiqués et des fournitures médicales étaient à bord. Mais rien qui ne retienne particulièrement l'attention. Ce n'était qu'une autre opération de routine. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Cependant, à 7 heures, lorsque le convoi traversa la région de Kaya, quelque chose d'inattendu se produisit. Le commandant responsable de l'escorte, un officier supérieur respecté, ordonna un arrêt brutal et pointa ses armes sur ses propres hommes. Une trahison venait d'éclater et aucun des soldats n'avait anticipé ce geste. Le convoi était sous contrôle d'un groupe de soldats traîtres, armés et prêts à désarmer leurs camarades. Les soldats furent pris au dépourvu. Certains pensaient d'abord à un exercice surprise, d'autres à une attaque ennemie. Mais lorsque le commandant lui-même se tourna contre eux, la vérité éclata. Une trahison totale venait de se produire. Loin d'être un acte isolé, il devint évident que le commandant n'agissait pas seul. Il avait des complices parmi les soldats et tout le matériel militaire était désormais entre les mains de ceux qui avaient juré de protéger la nation. Alors que l'État sombrait, dans la panique, un élément crucial échappa à l'attention générale. Le commandant n'avait pas choisi de détruire le matériel ou d'engager un conflit armé. Au contraire, il avait tout conservé intact. Pourquoi? L'unique explication plausible était qu'il attendait l'arrivée de quelqu'un d'autre. Ce fut à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré, leader militaire de l'État, décida d'agir, mais d'une manière totalement inédite. Il prit une décision qui allait changer la dynamique de la crise. Ibrahim Traoré, un leader militaire connu pour sa fermeté, n'a pas immédiatement envoyé des troupes d'élite en renfort ou déclenché des mesures militaires drastiques. Au lieu de cela, il a pris un chemin radicalement différent. Il a décidé d'adresser une vidéo au peuple du Burkina Faso. Dans cette vidéo, filmée de manière simple, sans mise en scène ni effet, il a révélé la vérité derrière la trahison du commandant, tout en posant une question qui a profondément choqué les spectateurs. Pourquoi un homme ayant accès à tant de privilèges choisirait-il de tout sacrifier pour une trahison aussi audacieuse? Traoré n'a pas seulement mis en lumière la trahison de ce commandant,
Il a expliqué que ce geste était le sommet d'un problème plus vaste, un réseau de corruption et de compromission parmi les officiers militaires du pays. Il ne s'agissait pas simplement d'une trahison isolée, mais d'un symptôme d'une maladie plus grave qui affectait les fondations même du Burkina Faso. Traoré révéla que ce commandant, comme d'autres, avait été approché par des forces extérieures et intéressé par la déstabilisation du pays. Ce qui fit la différence, c'est que Traoré ne choisit pas de répondre par la violence ou la répression immédiate. Au lieu de cela, il a opté pour un délai de 48 heures, un ultimatum volontaire et un appel à la reddition pacifique. Cette décision était à la fois stratégique et psychologique. Il ne cherchait pas seulement à résoudre une crise immédiate, mais à manipuler la dynamique de l'opinion publique et à exposer l'ampleur de la trahison à un niveau international. Alors que le monde entier s'attendait à une réponse militaire immédiate de la part d'Ibrahim Traoré, ce dernier opta pour une approche surprenante. Il annonça que le commandant traître ainsi que son réseau de complices avaient 48 heures pour se rendre. Aucune menace militaire, aucune déclaration belliqueuse, juste un ultimatum. Cette décision, bien que jugée naïve par certains observateurs internationaux, reposait sur une conviction plus profonde. Traoré savait que le véritable pouvoir ne résidait pas uniquement dans la force militaire, mais dans la gestion des perceptions et des relations. Au lieu de semer la violence, il choisit de diffuser un message qui appelait à la justice et à la vérité. L'ultimatum n'était pas une simple promesse. Traoré savait exactement ce qu'il faisait. Il avait déjà des informations essentielles, la position exacte du convoi intercepté ainsi que l'endroit où les traîtres se cachaient. Les médias sociaux au Burkina Faso commencèrent à diffuser des vidéos anonymes filmées par des soldats et des civils qui avaient été témoins des événements. Ces vidéos montraient que le convoi n'avait pas été intercepté au hasard, mais était stationné à proximité d'une école pleine d'enfants. Cela changea complètement la dynamique. L'attention internationale se tourna immédiatement vers cette nouvelle information, car il était désormais évident que toute opération militaire aurait pu entraîner la mort de civils innocents. La situation était devenue un jeu de stratégie psychologique, et Traoré savait que les traîtres ne pourraient pas ignorer l'énormité de leur erreur. Pendant les 48 heures qui suivirent, les tensions montèrent. Le commandant traître et ses alliés commencèrent à perdre leur soutien au sein de l'armée. Les soldats qui l'avaient soutenu se rendirent, un par un, effrayés par les implications de leurs actions. Ils commencèrent à quitter leur position, abandonnant leurs armes et revenant à Ouagadougou. Mais ce n'était pas seulement une défection militaire, c'était un renversement moral. Le peuple du Burkina Faso, qui avait suivi l'affaire de près, exigeait la reddition du traître, non par la violence, mais par la force de l'opinion publique. Les autorités internationales, qui au départ avaient critiqué Traoré pour sa réponse modérée, commencèrent à saluer son approche stratégique. Dans les heures qui précédèrent la fin du délai, la pression monta d'un cran. Le commandant traître, maintenant complètement isolé, chercha à justifier son acte en donnant une interview à la presse. Il tenta de minimiser la situation, affirmant qu'il avait des soutiens à l'échelle internationale et qu'il comptait sur des garanties pour protéger ses hommes. Mais ces paroles ne faisaient qu'aggraver sa position. La divulgation d'un contrat qu'il avait signé avec une société offshore dans un paradis fiscal allait changer à jamais la donne. Ce contrat, qui promettait au commandant des millions de dollars, des biens immobiliers et une couverture d'assurance, ne laissait plus place au doute. Il ne s'agissait pas d'une trahison motivée par une idéologie, mais par l'appât du gain personnel. Ce contrat, qui fuyait maintenant sur les réseaux sociaux, était la preuve irréfutable de sa corruption. Le commandant, pris au piège de ses propres actions, se retrouva face à une situation sans issue.
La divulgation de ce document fut la dernière goutte d'eau. C'est ce moment précis que Traoré attendait. L'opinion publique s'était retournée contre lui et même ses alliés militaires commençaient à se distancer. Finalement, à l'approche de la fin de l'ultimatum, le commandant se rendit. Pas par crainte des armes, mais par la pression d'une vérité qui était maintenant trop grande pour être ignorée. À ce stade de la crise, les preuves matérielles avaient commencé à accumuler et à étayer la narrative que Traoré avait patiemment construite. L'impact de ces révélations ne résidait pas uniquement dans les vidéos diffusées par les témoins, mais aussi dans les chiffres concrets qui appuyaient l'ensemble de l'affaire. Parmi ces preuves, le contrat signé par le commandant traître avec une société offshore était une clé de voûte fondamentale. Le contrat stipulait que le commandant devait faciliter la déstabilisation du pays en échange de sommes astronomiques, 3 millions de dollars, un manoir à Dubaï, ainsi que d'autres avantages matériels qui démontraient, sans ambiguïté, la dimension financière de sa trahison. Ce document, une fois mis en ligne, ne laissait plus de place à l'interprétation. Il était accompagné de preuves tangibles telles que des virements bancaires partiels, des copies certifiées du contrat signé et une signature numérique vérifiable. Ces éléments étaient suffisants pour prouver que le commandant avait non seulement agi pour son profit personnel, mais qu'il faisait partie d'un réseau beaucoup plus large de conspiration internationale visant à fragiliser la stabilité du Burkina Faso. Cette divulgation des preuves a eu un effet immédiat sur la situation. Elle a changé la perception publique de ce qui était initialement considéré comme un simple incident militaire. Au-delà du choc moral, ces preuves ont révélé l'étendue de la corruption et de l'infiltration des réseaux extérieurs dans les affaires internes du pays. Ce n'était plus une simple trahison d'un officier, mais une tentative organisée pour déstabiliser un gouvernement souverain. La divulgation de ces informations a aussi révélé un aspect plus inquiétant: la facilité avec laquelle certains membres de l'armée avaient été corrompus par des promesses d'enrichissement rapide. L'ampleur du plan a frappé tout le monde, y compris ceux qui étaient encore en état de déni à ce stade de la crise. L'importance de cette divulgation réside dans les effets qu'elle a eus sur les militaires qui soutenaient encore le commandant. Lorsque ces preuves ont été publiées, plusieurs des soldats qui avaient initialement juré fidélité au commandant ont commencé à revenir sur leurs décisions. L'opinion publique, alimentée par les preuves, a exercé une pression considérable. Les soldats ont commencé à réaliser qu'ils étaient impliqués dans un complot qui allait bien au-delà de la simple trahison, touchant à des enjeux géopolitiques et financiers bien plus vastes. Ils se sont rendus compte que leur participation à cette opération n'était pas seulement une faute morale, mais aussi un acte qui pourrait avoir des conséquences légales et internationales sérieuses. Les sanctions potentielles pour les traîtres et leurs complices ont fait naître un climat de peur parmi les partisans du commandant. Plus l'heure avançait, plus ils se retrouvaient dans une situation sans issue. Ceux qui avaient décidé de suivre les promesses de richesse et de pouvoir ont découvert que la trahison ne se payait pas seulement en termes d'intégrité, mais aussi par des prix bien plus lourds à payer. Le cas du commandant est devenu un symbole de la vulnérabilité de l'armée face aux séductions extérieures, et la communauté internationale a commencé à examiner de près ces réseaux de corruption qui affectaient plusieurs autres pays africains. Face à la réaction d'Ibrahim Traoré, de nombreux analystes et observateurs extérieurs ont tenté de minimiser son approche, la qualifiant de naïve et de trop clémente. Certains ont soutenu que Traoré manquait de fermeté et qu'une réponse plus directe et violente aurait été plus efficace pour maintenir l'ordre et l'autorité. Ils ont argué que laisser 48 heures à un traître pour se rendre équivalait à montrer de la faiblesse, ce qui pourrait encourager d'autres tentatives de déstabilisation dans l'avenir. De plus, l'absence de mesures militaires immédiates était perçue par certains comme une erreur stratégique,
qui pourrait fragiliser l'image du gouvernement face à ses ennemis internes et externes. Cependant, il existe une autre interprétation de la situation qui se base sur des éléments plus larges que les simples considérations militaires. Traoré ne s'est pas contenté d'agir en réaction à une trahison militaire. Il a pris en compte les dimensions psychologiques et sociales de l'événement. Plutôt que de forcer une confrontation violente qui risquait de diviser davantage le pays, Traoré a choisi de se concentrer sur la transparence et la vérité. En exposant au grand jour la corruption du commandant, il a non seulement démystifié le plan de déstabilisation, mais a aussi exposé publiquement la faiblesse du traître. En agissant ainsi, Traoré a sapé l'autorité de l'officier, qui se trouvait désormais non seulement face à la justice nationale, mais également à la pression internationale et à l'opinion publique. D'un autre côté, la décision de Traoré de ne pas réagir par la force a eu un effet étonnamment positif sur la légitimité de son leadership. En refusant de céder à la pression militaire ou à l'influence des groupes extérieurs, Traoré a montré qu'il était capable de gouverner de manière réfléchie, sans succomber à l'angoisse du moment. Cela lui a permis de gagner en soutien populaire et d'assurer la stabilité à long terme, tout en évitant d'aggraver une crise qui aurait pu se transformer en guerre civile ou en rébellion armée. De plus, en ne répondant pas à la violence par la violence, il a démontré que le véritable pouvoir venait de l'adhésion du peuple et de la cohésion nationale, plutôt que d'une simple domination militaire. Ainsi, bien que la réponse de Traoré ait été critiquée pour son apparente douceur, elle a révélé une compréhension plus profonde du pouvoir et de l'influence. Son approche n'a pas seulement préservé la paix immédiate, mais elle a aussi renforcé l'image de la justice et de l'intégrité, des valeurs essentielles pour un gouvernement stable. À mi-chemin de la crise, un tournant inattendu se produisit. Ibrahim Traoré, dans sa gestion subtile de la situation, révéla un élément décisif qui allait marquer un tournant dans l'évolution de l'affaire. Lorsqu'il dévoila les preuves de la corruption du commandant, il ne s'agissait pas seulement de documents et de contrats financiers. Ce qui fit toute la différence, c'était le timing de cette révélation. Alors que la pression montait sur les traîtres, Traoré choisit de ne pas agir précipitamment. Au lieu de réagir par la violence, il réussit à créer un espace où la vérité devenait l'arme la plus puissante. Ce moment de vérité, en exposant la nature véritable de la trahison, a changé la donne. Non seulement le commandant traître fut démasqué publiquement, mais il se retrouva dans une situation où sa défaite devenait inévitable. Les réseaux sociaux, qui avaient initialement alimenté des spéculations et des théories, commencèrent à diffuser la vérité. Ce qui semblait être un simple acte de trahison isolé s'est transformé en un symbole de corruption systémique au sein des forces armées, ce qui a non seulement déstabilisé l'équilibre militaire, mais a aussi réveillé la conscience publique sur la fragilité du système. Les conséquences de la trahison du commandant et de la réponse d'Ibrahim Traoré ne se sont pas limitées à une simple affaire de loyauté militaire. Cette crise a révélé des fractures bien plus profondes au sein de la société burkinabé et a eu un impact durable sur la stabilité du pays. En exposant la corruption systémique au sein de l'armée, Traoré a non seulement démonté le réseau de trahison, mais il a aussi semé les graines d'un débat plus large sur la gouvernance, la transparence et la loyauté. Les révélations ont secoué l'opinion publique, mais elles ont également déclenché une série de réactions à différents niveaux de la société. Pour le peuple du Burkina Faso, la trahison du commandant n'était pas simplement un acte de déloyauté, mais un symbole de la vulnérabilité du pays face aux influences extérieures et à la corruption interne. Les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux montraient des soldats qui se détachaient du camp du commandant traître,
attirés par l'appel de la justice et la promesse d'un système plus transparent. Cette évolution a contribué à un sentiment de solidarité nationale. Les citoyens, en particulier ceux qui soutenaient Traoré, ont vu cette crise comme un appel à la réforme et à la restructuration de l'armée. L'impact immédiat de la crise s'est fait sentir sur la scène internationale, alors que de nombreux analystes étrangers avaient d'abord critiqué Traoré pour sa réponse perçue comme trop modérée. Ils ont progressivement reconnu que sa stratégie avait permis de maintenir la paix tout en dévoilant les failles d'un système militaire corrompu. Cela a non seulement renforcé la position de Traoré sur la scène internationale, mais a également ouvert la voie à des discussions sur la gouvernance en Afrique de l'Ouest et la manière de gérer les crises sans recourir à la violence excessive. Les Nations Unies et plusieurs autres organisations internationales ont exprimé leur soutien à la démarche de Traoré, soulignant l'importance d'une gestion pacifique et d'une transition en douceur dans de telles situations. D'un autre côté, les membres du réseau de trahison, désormais exposés, ont commencé à perdre leur pouvoir et leur influence. Les complices du commandant ont été progressivement démasqués et isolés, leurs liens avec des entités extérieures scrutés. Dans les semaines qui suivirent, une série d'enquêtes internationales ont été lancées pour déterminer l'étendue de la corruption, avec des ramifications allant au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce processus de nettoyage a eu un effet déstabilisateur sur les acteurs extérieurs qui avaient cherché à manipuler la situation à leur avantage, notamment en Afrique de l'Ouest et dans certaines capitales européennes. Mais au-delà des enjeux politiques et diplomatiques, la véritable conséquence de cette crise a été la transformation du rôle de la société civile dans les affaires nationales. Le peuple burkinabé a vu que, parfois, la vérité et la justice peuvent prévaloir sans recourir à des moyens violents. Traoré a prouvé qu'un leader pouvait gouverner avec intelligence et stratégie et non uniquement par la force brute. Cette leçon a eu des répercussions sur la manière dont la nation aborderait ses défis futurs. À court terme, les conséquences de cette crise se sont rapidement manifestées dans la sphère politique et militaire du Burkina Faso. Le retour du commandant traître dans le pays après sa reddition a permis aux autorités de lancer une enquête nationale sur les réseaux de corruption au sein de l'armée. Cependant, ce processus a été semé d'embûches. Le défi immédiat était de maintenir l'ordre tout en rétablissant la confiance du peuple dans ses institutions. Bien que la situation semblait stabilisée, il restait des préoccupations majeures quant à la sécurité du pays et à l'éventualité d'une reprise des actions subversives par les factions dissidentes. Le scénario optimiste pour les 6 à 12 mois à venir impliquait la réintégration réussie des soldats défecteurs et des officiers loyaux et la mise en place de réformes militaires profondes. La direction d'Ibrahim Traoré, déjà consolidée par sa gestion de la crise, pourrait amorcer une réforme progressive du système de sécurité nationale, renforçant ainsi les institutions et éliminant peu à peu les influences extérieures. Cette réconciliation interne permettrait une période de prospérité relative, où la confiance dans les autorités militaires et politiques se renforcerait et où le Burkina Faso pourrait progressivement se stabiliser politiquement et économiquement. Cependant, le scénario pessimiste prévoyait une guerre de tranchées plus longue. La trahison du commandant ne serait que le symptôme d'un problème bien plus vaste, celui d'un réseau profondément enraciné de corruption et d'influence étrangère. Si ce réseau n'était pas démantelé de manière rigoureuse, le pays risquait de sombrer dans une instabilité continue, avec des tensions militaires croissantes. Une telle situation pourrait même aboutir à des affrontements prolongés au sein des forces armées, voire à une rébellion ouverte contre le gouvernement central,
soutenus par des puissances extérieures intéressées à déstabiliser la région. Le scénario intermédiaire est probablement le plus probable, impliquait des progrès dans la réconciliation nationale, mais avec des résistances persistantes. La transition vers un système plus transparent et moins corrompu serait lente et le pays risquerait de connaître des périodes de tensions sporadiques. Les efforts pour purger l'armée et le gouvernement des éléments corrompus seraient donc continuellement freinés par les intérêts personnels et politiques des élites locales. Cependant, une gestion habile de la situation par Traoré pourrait permettre une stabilisation progressive, en dépit des obstacles. La clé serait de maintenir une communication ouverte avec le peuple et de renforcer les institutions sans tomber dans le piège de la répression excessive. Dans tous les cas, le leadership d'Ibrahim Traoré, plus que jamais, serait mis à l'épreuve. Le temps et les décisions qu'il prendrait pendant cette période détermineront non seulement l'avenir de sa propre carrière, mais aussi celui du Burkina Faso dans un contexte régional déjà fragile. Le peuple burkinabé a vu dans cette crise une occasion unique de redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré, en choisissant de ne pas recourir à la violence, a donné l'exemple de la gouvernance responsable. Pour beaucoup, ce fut un tournant. Un leader n'est pas seulement celui qui prend des décisions impopulaires, mais aussi celui qui sait écouter, analyser et agir avec discernement. La situation, qui semblait au départ désastreuse, a permis de révéler un aspect et souvent ignoré de la politique: l'importance du dialogue, de la transparence et de la justice dans la construction d'une nation stable. Mais cette crise a aussi révélé les failles d'un système militaire souvent corrompu et manipulé par des intérêts extérieurs. Le cas du commandant traître n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce qui a marqué cette période, c'est la prise de conscience collective que la stabilité d'un pays ne réside pas seulement dans sa capacité à mener une guerre, mais dans sa capacité à maintenir la paix sociale et la confiance publique. Le vrai pouvoir, comme l'a montré Ibrahim Traoré, est celui qui se gagne par l'intégrité et la gestion des crises de manière stratégique. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette histoire de trahison et de rédemption a ouvert un débat sur la nécessité de réformes profondes dans les institutions, notamment l'armée et le gouvernement. La question que l'on se pose maintenant est la suivante: cette crise sera-t-elle un simple incident isolé ou marquera-t-elle le début d'un processus de réforme durable? Traoré a montré qu'il était possible de se redresser après un moment de crise, mais cela dépendra de la manière dont le peuple et ses dirigeants réagiront face aux défis futurs. Pour faire face aux défis qui se présentent, Ibrahim Traoré et le gouvernement burkinabé devront suivre une série de mesures stratégiques afin de garantir la stabilité et prévenir de futures crises. Tout d'abord, la priorité sera d'assurer une réforme en profondeur de l'armée. Un processus transparent devra être mis en place pour identifier et éliminer les éléments corrompus et non loyaux, tout en favorisant une réintégration des soldats de défecteurs. Cette réforme ne pourra se faire sans une restructuration complète du système de recrutement et de formation, axée sur l'éthique, la loyauté et la transparence. Une attention particulière devra être accordée à la supervision des militaires et des fonctionnaires afin de prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Ensuite, Traoré devra établir un cadre juridique et institutionnel pour lutter contre la corruption à grande échelle. Des lois plus strictes et des mécanismes de surveillance plus efficaces seront essentiels pour garantir que les anciens scandales ne se reproduisent pas. Un système judiciaire indépendant devra également être renforcé avec des enquêtes régulières sur les autorités et les forces de sécurité. Cette transparence renforcera la confiance du peuple dans les institutions publiques et leur capacité à rendre la justice de manière équitable.
Enfin, il sera crucial d'encourager une participation plus active de la société civile dans le processus de gouvernance. Des consultations publiques régulières permettront au peuple de prendre part à la prise de décision, ce qui renforcera la légitimité du gouvernement. En parallèle, des efforts pour améliorer les conditions économiques et sociales seront nécessaires afin de répondre aux préoccupations immédiates des citoyens et d'éviter que des crises économiques ne deviennent un terreau fertile pour la corruption et l'instabilité. Cette crise, bien que marquée par la trahison et la peur, a offert au Burkina Faso une occasion rare de se réinventer. Ibrahim Traoré a démontré qu'un leader n'a pas besoin de recourir à la violence pour imposer sa vision de la justice. À travers son calme et sa stratégie, il a non seulement sauvé des vies, mais il a aussi réaffirmé les principes d'intégrité et de loyauté qui devraient guider la nation. Le message qu'il a transmis est clair. La vraie force réside dans la capacité à rester ferme face à l'adversité, tout en privilégiant le dialogue et la transparence. Le peuple burkinabé, désormais plus éveillé à l'importance de la justice et de la transparence, doit désormais se souvenir de cette leçon pour avancer vers un avenir plus stable et prospère. Cette crise, bien qu'inattendue, a servi de catalyseur pour une transformation qui pourrait marquer un nouveau chapitre pour le pays. En prenant la bonne décision au bon moment, Traoré a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, même dans les moments les plus sombres. Le chemin vers la rédemption et la reconstruction pour le Burkina Faso ne fait que commencer. Le peuple a vu ce qu'une gestion stratégique et réfléchie peut accomplir face à la trahison et à l'injustice. À vous, citoyens et leaders de demain, il appartient désormais de poursuivre cet héritage de transparence et de responsabilité. Ce n'est pas un simple appel à la réconciliation, mais une invitation à repenser ensemble l'avenir du pays. L'histoire de cette crise nous enseigne que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut transformer une situation apparemment désespérée en un nouveau départ. Alors que nous regardons vers l'avenir, posons-nous la question: comment pouvons-nous, chacun d'entre nous, contribuer à un Burkina Faso plus juste et plus stable? Ce n'est pas une tâche facile, mais avec la conviction et l'engagement de tous, un avenir meilleur est à portée de main. Nous vous invitons à continuer cette conversation, à partager vos idées et à participer à la création d'un avenir où la justice et la loyauté sont les pierres angulaires de notre société.